Ma sœur a traité mon fils de bâtard à chaque réunion de famille, alors, je me suis assuré qu'elle n'ouvre plus jamais la bouche comme ça. La première fois que Delila l'a dit, j'aidais ma mère à mettre la table pour le dîner de Thanksgiving. Mon fils, Lucas, avait 8 ans, il jouait avec ses cousins dans le salon, et j'ai entendu sa voix transpercer le chaos chaleureux de notre réunion de famille, comme une lame dans la soie. Eh bien, au moins, mes enfants ne sont pas des bâtards. Elle l'a dit doucement, juste assez fort pour que notre mère et moi l'entendions. Mes mains se sont figées sur les pinces à salade. Maman a fait semblant de n'avoir rien entendu, devenant soudainement très intéressée par l'ajustement du centre de table. Delila m'a souri, de ce sourire particulier qu'elle avait perfectionné au fil des ans, celui qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, et qu'elle me mettait au défi de réagir. Je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. Je m'appelle Andrea, et je vais vous raconter comment j'ai détruit la vie parfaite de ma sœur. Mais d'abord, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Delila et moi avons grandi dans un foyer où les apparences comptaient plus que tout. Notre père, Richard, était un avocat d'affaires prospère, qui croyait que ses filles étaient le reflet de ses propres réussites. Notre mère, Patricia, venait d'une famille de vieille fortune, et ne laissait jamais personne l'oublier. Ils nous ont élevés dans une belle maison coloniale du Connecticut, avec des pelouses manucurées et des attentes strictes. Delila était mon aînée de 3 ans, et elle a appris très tôt à jouer le jeu. Elle avait d'excellentes notes, sortait avec les garçons Wright, est allée à Yale, et a épousé Kevin Montgomery, un homme dont la famille possédait une chaîne de concessionnaires automobiles de luxe dans tout le Nord-Est. Ils ont eu 2 enfants, Olivia et Nathan, qui fréquentaient une école privée et prenaient des leçons de tennis au country club. J'ai suivi un chemin différent. Je suis allé dans une école d'art, ce qui a horrifié mes parents. Je suis sorti avec un musicien nommé Tyler, qui avait des tatouages et conduisait une moto. Nous ne nous sommes jamais mariés, mais nous avons eu Lucas ensemble, quand j'avais 25 ans. Tyler est mort dans un accident de voiture quand Lucas avait 2 ans. Nous n'étions pas mariés quand c'est arrivé, ce qui signifiait qu'aux yeux de ma famille, j'avais commis le péché ultime, j'avais eu un enfant hors mariage. Delila ne m'a jamais laissé l'oublier. Les commentaires ont commencé modestement, de petites remarques sur les familles traditionnelles et les vraies valeurs. Elle parlait de l'importance pour les enfants d'avoir leurs 2 parents, en regardant Lucas avec insistance. À Noël, elle mentionnait à quel point Olivia et Nathan avaient de la chance d'avoir un environnement familial stable. Pendant le brunch de Pâques, elle discutait de l'importance du mariage avant les enfants, ses yeux croisant les miens à travers la table. Mais c'est à la fête du 9e anniversaire de Lucas que tout a changé. J'avais invité la famille pour un gâteau et une glace dans mon petit appartement. Lucas était tellement excité, montrant à tout le monde son nouveau vélo et ses fournitures d'art. Delila est arrivée en retard, débarquant avec des cadeaux coûteux pour ses propres enfants, et un présent symbolique pour Lucas, un livre de coloriage clairement destiné à un enfant beaucoup plus jeune. Nous étions tous dans la cuisine quand Lucas a accidentellement renversé un verre de jus. Il s'est brisé sur le sol, et il s'est immédiatement mis à pleurer, s'excusant encore et encore. J'étais en train de nettoyer, le rassurant que les accidents arrivent. C'est alors que Delila s'est penchée vers Olivia et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, voilà pourquoi les bâtards ont besoin d'une discipline appropriée. La pièce est devenue silencieuse. Lucas avait l'air confus. Il ne savait pas ce que le mot signifiait, mais il en a compris le ton. Ma mère s'est affairée à couper le gâteau. Mon père a regardé son téléphone. Kevin a soudainement eu besoin de prendre un appel professionnel. Personne n'a rien dit à Delila. J'ai demandé à tout le monde de partir. Sur le champ. Delila a joué la surprise, se posant en victime, affirmant qu'elle était simplement préoccupée par la bonne éducation des enfants. Mes parents ont pris son parti, disant que j'étais hypersensible et que je gâchais l'anniversaire de Lucas pour rien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, en écoutant Lucas me demander ce que bâtard signifiait, quelque chose en moi a basculé. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être la plus sage, à absorber la cruauté de Delila, car y faire face aurait fait de moi le problème. J'avais laissé le silence de ma famille la conforter, car élever la voix aurait perturbé leur précieuse tranquillité. C'en était fini. J'ai commencé à faire attention, vraiment attention. Quand on regarde de près quelqu'un qui présente une façade parfaite, on commence à remarquer les fissures. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour passer la journée à réfléchir. Lucas était à l'école, et le silence de mon appartement m'a donné l'espace nécessaire pour tout digérer. La photo de Tyler était sur la cheminée,
et je me suis surprise à lui parler, comme je le faisais parfois lorsque les décisions semblaient accablantes. Elle n'arrêtera pas, ai-je dit à sa photo. Et ils vont tous continuer à la laisser faire. Tyler aurait affronté Delilah immédiatement. Il n'avait jamais eu de patience pour la cruauté déguisée en préoccupation, mais l'approche directe de Tyler avait souvent aggravé les choses avec ma famille. Il le rejetait comme étant grossier, inconvenant, indigne de leurs standards. Sa mort leur avait presque semblé pratique, un problème qui se résolvait de lui-même. J'ai pensé à affronter Delilah directement, à avoir une conversation privée où j'exigerais qu'elle arrête, mais je savais comment cela se passerait. Elle nierait tout, déformerait mes paroles, se ferait passer pour la victime. Mes parents joueraient les médiateurs en me disant d'être plus compréhensive, de considérer le point de vue de Delilah, de ne pas faire de vagues. Le schéma était établi depuis des décennies. Il fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui rendrait impossible d'ignorer son comportement. J'ai commencé à tout documenter. À partir de ce moment, chaque réunion de famille, je l'enregistrais sur mon téléphone. Je tenais un journal, notant les dates, les heures et exactement ce que Delilah disait. Je sauvegardais les SMS où elle faisait des commentaires désobligeants sur les mères célibataires ou les enfants nés hors mariage. Je rassemblais des preuves comme un avocat constitue un dossier, ce qui était logique, vu la façon dont mon père nous avait élevés. Cette phase de documentation a duré environ 2 mois. Pendant ce temps, j'ai assisté à chaque événement familial avec un nouveau regard, voyant des schémas que j'étais trop proche pour remarquer auparavant. 3 semaines après l'anniversaire de Lucas, nous avons eu un dîner dominical chez mes parents. C'était une tradition qu'ils insistaient à maintenir, malgré l'inconfort de ces rassemblements. Delilah est arrivée avec un dessert fait maison et son air habituel de supériorité. Pendant le dîner, elle a mentionné qu'Olivia avait été choisie pour le rôle principal dans la pièce de son école. « Nous sommes si fiers », a-t-elle dit. Le metteur en scène nous a dit que les enfants issus de foyers stables ont tendance à être des acteurs plus confiants. Quelque chose à voir avec la sécurité, qui leur permet de prendre des risques créatifs. Elle a regardé Lucas en disant cela. Lucas picorait sa purée de pommes de terre, essayant de se faire tout petit. Lucas est très créatif, ai-je dit d'un ton neutre. Son professeur d'art dit qu'il a un réel talent. Oh, l'art, a dit Delilah avec dédain. C'est bien comme passe-temps, mais Olivia développe des compétences qui lui serviront dans le monde réel. L'art de parler en public, la confiance en soi, le leadership. Lucas a aussi ses compétences. Vraiment? Elle a ri légèrement. Je n'en saurais rien. Il parle à peine à ses dîners. Je suppose que les enfants se replient parfois sur eux-mêmes, quand ils sentent que quelque chose ne va pas dans leur structure familiale. Mon père a changé de sujet pour parler de sa dernière affaire. Ma mère s'est affairée à servir le dessert. Le moment est passé, comme tous les autres, absorbé par la décision collective de la famille de prétendre que tout allait bien. Mais je l'avais enregistré. Une autre preuve. Le mariage de Delilah était l'une de ses fissures. Elle et Kevin étaient ensemble depuis 12 ans, et de l'extérieur, ils ressemblaient au couple idéal. Mais j'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont Kevin vérifiait constamment son téléphone pendant les dîners de famille, un petit sourire aux lèvres, comment Delilah lui lançait des pics pour des broutilles, sa voix tranchante avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Les chambres séparées, affirmait-il, étaient parce que Kevin ronflait. Pendant Thanksgiving, j'ai vu Kevin s'excuser 3 fois pour prendre des appels. À chaque fois, la mâchoire de Delilah se crispait un peu plus. Quand il est revenu du 3e appel, elle a demandé gentiment, des affaires importantes un jour férié. Juste la concession, a-t-il dit. Tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, a-t-elle répondu, mais il y avait une pointe d'amertume sous le sucre. Plus tard, en aidant à débarrasser, je les ai entendus se disputer dans le couloir. La voix de Kevin était basse et défensive. Delilah l'accusait d'être distrait, absent, déconnecté de leur mariage. Il a répliqué qu'elle était contrôlante et impossible à satisfaire. Leurs voix ont monté jusqu'à ce qu'ils se souviennent où ils étaient, puis sont retombés à des chuchotements rageurs. Quand ils sont retournés au salon, tous deux souriaient, le couple parfait à nouveau. Mais j'avais vu derrière le rideau, et maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai contacté une vieille amie de l'école d'art, Jasmine, qui travaillait maintenant comme détective privée. Autour d'un café, je lui ai expliqué la situation, et elle a accepté d'enquêter sur les activités de Kevin. Je me suis senti coupable au début.
C'était ma sœur, après tout. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Lucas à sa fête d'anniversaire, et la culpabilité s'est évaporée. Jasmine était minutieuse et professionnelle. Elle avait bâti son entreprise sur la discrétion et les résultats, au service de clients qui avaient besoin d'informations, mais ne pouvaient pas se permettre un scandale public. Pendant le processus de collecte, nous nous rencontrions chaque semaine dans un petit café du centre-ville, loin de tout endroit où ma famille pourrait nous voir. Cela pourrait prendre du temps, m'a-t-elle prévenu lors de notre deuxième rencontre. S'il est prudent, suivre ses mouvements sans l'alerter demande de la patience. J'ai le temps, ai-je dit, et je dois être absolument certaine avant de faire quoi que ce soit avec ces informations. Pendant que Jasmine travaillait sur Kevin, j'ai continué ma propre enquête sur la vie de Delilah. J'ai commencé à assister aux événements du country club en tant qu'invité de mes parents, chose que j'avais évitée pendant des années. Le club représentait tout ce que j'avais rejeté de leur monde, mais maintenant, je devais comprendre le domaine de Delilah. Le premier événement était un déjeuner de charité en soutien aux écoles locales. Delilah était dans son élément, se déplaçant dans la foule avec une grâce étudiée, faisant la bise à d'autres femmes et riant au bon moment. Je l'ai observée interagir avec différents groupes, notant qui elle embrassait et qui elle snobait subtilement. Une femme nommée Priscilla Chen a tenté de se joindre à une conversation que Delilah avait avec 3 autres membres du club. Le langage corporel de Delilah a changé de manière presque imperceptible, un léger tour d'épaule, un pas infime qui a fermé le cercle. Priscilla est restée là, maladroitement, pendant un moment avant de battre en retraite. Qui était-ce, ai-je demandé à ma mère plus tard. Priscilla, a-t-elle reniflé. Son mari possède ses restaurants de fusion asiatique en ville. Très réussi, mais elle s'est interrompue de manière significative. Ils sont nouveaux, et le club a des standards. J'ai pensé à cette conversation pendant des jours. Standard était un code pour le genre d'exclusion que ma famille pratiquait avec une précision chirurgicale, écartant les gens tout en maintenant un déni plausible. J'ai commencé à parler au personnel du club serveur, barmen, employés d'entretien des gens que ma famille remarquait à peine. Je discutais avec eux lors des événements, posant des questions désinvoltes, établissant un contact. Un barman, Marcus, a mentionné que sa femme, Sandra, travaillait au bureau des adhésions du club. Ça doit être un travail intéressant, ai-je dit légèrement, de décider qui entre. Marcus a secoué la tête. Sandra déteste ça parfois. Elle dit qu'il y a des membres qui lui rendent la vie difficile, lui demandant de faire des choses qui ne semblent pas correctes. J'ai soigneusement noté cette information. 2 mois après le début de l'enquête, Jasmine m'a remis un dossier. Le dossier était épais, rempli de photos de surveillance, de relevés bancaires et d'un calendrier des activités de Kevin. Jasmine avait été encore plus minutieuse que je ne l'avais espéré. Il n'est pas particulièrement malin, a-t-elle dit alors que je parcourais les pages. Une fois que j'ai su quoi chercher, le schéma était évident. Le même hôtel, généralement les mardis et jeudis après-midi. Une carte de crédit séparée dont il pense probablement que votre sœur ignore l'existence. Les photos montraient Kevin avec Britney Caldwell à divers endroits, restaurants, hôtels, se promenant ensemble dans des parcs. Sur une image, sa main était sur le bas de son dos alors qu'ils entraient dans un bâtiment. Sur une autre, ils s'embrassaient dans sa voiture. Elle travaille pour lui ? Ai-je demandé en lisant les informations sur Britney. Représentante commerciale dans sa plus grande concession. Elle a commencé il y a environ 2 ans et demi. L'affaire semble avoir débuté environ 6 mois après son embauche, donc ils sont ensemble depuis à peu près 2 ans. J'ai étudié la photo de Britney. Elle était jolie d'une manière conventionnelle, jeune et fraîche. Rien à voir avec Delilah, qui n'était que angle vif et entretien soigné. Il y a plus, a dit Jasmine, sortant une autre section du dossier. Les relevés financiers montrent des transferts réguliers vers un compte au nom de Britney. Il paie aussi le loyer d'un appartement à son nom, lui a acheté une voiture ironiquement, de sa propre concession et il y a des frais pour des bijoux, des vêtements, des voyages. Combien au total ? Près de 300 000 € au cours des 2 dernières années. Peut-être plus. Ce ne sont que ceux que j'ai pu vérifier. Je me suis adossé, digérant l'information. C'était plus qu'une simple liaison. Kevin déplaçait systématiquement les biens matrimoniaux pour entretenir sa petite amie, de l'argent qui appartenait en partie à Delilah et qui aurait dû être destiné à l'avenir d'Olivia et Nathan. Le bail de l'appartement est intéressant, a poursuivi Jasmine. C'est dans un immeuble que la société de sa famille possède,
ce qui signifie qu'il se paie essentiellement à lui-même un loyer avec des fonds détournés de l'entreprise. Cela pourrait être du détournement de fonds, selon la structure de l'entreprise. Peux-tu te renseigner sur la structure de l'entreprise? Déjà fait. Elle a fait glisser d'autres papiers sur la table. Kevin est un partenaire minoritaire, mais son père contrôle toujours la participation majoritaire. Toute décision financière importante nécessite l'approbation du conseil d'administration, ce qu'il n'a certainement pas obtenu pour ses transferts. Si son père l'apprenait, cela pourrait être un motif de renvoi de l'entreprise. J'ai rassemblé tous les documents avec soin, mon esprit s'emballant de possibilités. C'était un levier. Un vrai levier. Mais il me fallait plus que la liaison de Kevin. Il me fallait quelque chose sur Delilah aussi, quelque chose qui montrerait à tout le monde que leur mariage parfait reposait sur la pourriture des deux côtés. Le dimanche suivant, je me suis porté volontaire pour aider ma mère à organiser des dons pour une œuvre de charité du club. Cela me donnait une excuse pour être au club en semaine, interagissant avec le personnel sans éveiller les soupçons. J'ai trouvé Sandra pendant sa pause déjeuner, assise seule dans la cafétéria des employés. C'était une femme d'âge moyen, aux yeux fatigués et à la posture soignée, quelqu'un qui avait appris à se rendre invisible. « Je peux m'asseoir ?» ai-je demandé. Elle a semblé surprise, mais a désigné la chaise vide. Nous avons bavardé quelques minutes avant que je dise « Votre mari, Marcus, a mentionné que vous travaillez aux adhésions. Ça doit être intéressant. » Son expression a changé, quelque chose de gardé s'est mis en place. C'est un travail. Ma sœur, Delilah Montgomery, est très impliquée dans les décisions d'adhésion, je crois. Les mains de Sandra se sont crispées sur sa tasse de café. Madame Montgomery a des opinions bien arrêtées sur les standards d'adhésion. La formulation prudente m'a tout dit. Je me suis penché légèrement en avant, baissant la voix. Marcus a mentionné que vous vous sentez parfois mal à l'aise avec ce qu'on vous demande de faire. S'il se passe quelque chose de mal, je veux aider. Elle a étudié mon visage un long moment. Pourquoi aideriez-vous? C'est votre sœur. Parce que ce qui est juste compte plus que la loyauté familiale. Et parce que je pense que vous êtes mise dans une position impossible. Sandra a regardé autour de la cafétéria, vérifiant qui pourrait entendre. Puis elle a pris une décision. Je garde des copies, dit-elle doucement. De tout. Juste au cas où j'aurais besoin de me protéger un jour. Des copies de quoi? Des candidatures qui ont été rejetées pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les qualifications. Des emails de Madame Montgomery avec des instructions sur les familles à décourager. Des notes de réunion du comité d'adhésion où elle a dit des choses qui, des choses qui ne devraient pas être dites. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Seriez-vous prête à partager ces copies si cela pouvait arrêter ce qu'elle fait? Oui, mais j'ai besoin de protection. Ce travail fait vivre ma famille. Je comprends. Laissez-moi réfléchir à la meilleure façon de gérer cela. J'ai noté mon numéro. Appelez-moi quand vous serez prête. Et Sandra, merci d'avoir eu le courage de documenter cela. Au cours des semaines suivantes, j'ai rencontré Sandra 3 autres fois. Elle m'a fourni un dossier méticuleusement organisé sur les pratiques discriminatoires de Delilah, des emails où Delilah qualifiait certains candidats de pas notre genre de personnes, des notes de réunion où elle s'était opposée à des familles en raison de leur origine ethnique ou de leur situation économique, des dossiers de candidature qualifiés qui avaient été mystérieusement rejetés après l'intervention de Delilah. C'était une preuve accablante de discrimination systématique, et cela durait depuis des années. J'ai aussi appris autre chose pendant ce processus, plusieurs familles rejetées avaient remarqué le schéma et envisagé une action en justice, mais elles manquaient de preuves. La documentation de Sandra pouvait étayer un procès légitime contre le club et toute personne personnellement impliquée dans la discrimination. Mais je ne l'ai pas utilisée. Pas encore. Pendant ce temps, Lucas a commencé une thérapie, non pas à cause d'une crise, mais parce que je voulais qu'il ait les outils pour gérer la cruauté subtile qu'il subissait. La docteure Angela Morrison a été merveilleuse avec lui, l'aidant à comprendre que le problème ne venait pas de lui, mais de la façon dont les autres choisissaient de le traiter. Après l'une des séances de Lucas, la docteure Morrison a demandé à me parler en privé. Lucas va bien, a-t-elle dit. Mais il intériorise plus que vous ne le pensez. Il a développé des mécanismes de défense qui m'inquiètent, se faire tout petit, s'excuser excessivement, assumer la responsabilité des réactions des autres. À cause de ma famille? Il ne l'a pas dit directement, mais oui, je le crois.
Les enfants sont remarquablement perspicaces quant aux dynamiques de pouvoir. Lucas a appris que parler de sa peine vous cause des problèmes, alors il a décidé qu'il valait mieux se taire. La révélation m'a frappé durement. Je pensais le protéger en maintenant les relations familiales, en essayant de donner l'exemple du pardon et de la patience. Au lieu de cela, je lui apprenais que sa douleur comptait moins que le confort des autres. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Cela dépend de ce que vous voulez qu'il apprenne. En ce moment, il apprend que tolérer les mauvais traitements est nécessaire pour l'acceptation familiale. Est-ce la leçon que vous voulez qu'il emporte dans sa vie d'adulte? Je suis rentré chez moi en pensant à toutes les façons dont j'avais été complice de sa souffrance. Chaque fois que j'avais minimisé un commentaire de Delila, chaque dîner de famille auquel je l'avais forcé à assister, chaque fois que je lui avais demandé d'être patient avec des grands-parents qui permettaient qu'on le maltraite, je lui avais appris que sa dignité était négociable. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier sérieusement, pas seulement à rassembler des informations, mais à élaborer une stratégie pour le moment parfait pour les déployer. Il me fallait quelque chose qui obligerait ma famille à affronter leur dysfonctionnement d'une manière qu'ils ne pourraient ni rationaliser ni ignorer. L'occasion s'est présentée lorsque ma mère a mentionné leur fête du 40e anniversaire lors d'un de nos appels téléphoniques. C'était 4 mois après la fête d'anniversaire de Lucas, et j'avais méthodiquement rassemblé des preuves pendant tout ce temps. Nous prévoyons quelque chose de spécial au club, a-t-elle dit avec enthousiasme. Une célébration de la famille et de l'engagement. Ton père et moi voulons que vous soyez tous là. Toi, Delila, les petits-enfants. C'est important pour nous. Bien sûr, nous serons là, ai-je dit, et je le pensais. Parce que cette fête, cette célébration de leur image de famille parfaite, serait la scène idéale pour la vérité. J'ai passé les 3 mois suivants à me préparer méticuleusement. J'ai travaillé avec un consultant en technologie pour m'assurer que je pourrais connecter mon téléphone au système de projection du lieu. J'ai organisé mes preuves en une présentation cohérente, photos, documents, enregistrements, tous agencés pour raconter une histoire claire. J'ai répété le timing, sachant que je devrais agir rapidement avant que quiconque ne puisse m'arrêter. J'ai aussi préparé Lucas, non pas à ce qui allait se passer, mais à la possibilité que les choses avec notre famille puissent changer. Et si nous n'avions plus à aller au dîner du dimanche, lui ai-je demandé un soir, alors que nous préparions des tacos ensemble. Il a levé les yeux de son fromage râpé, un mélange d'espoir et d'incertitude sur son visage. Vraiment? Vraiment. Et si nous ne voyions que les membres de la famille qui te traitent avec gentillesse? Est-ce que ce serait bien pour toi? Est-ce que grand-mère et grand-père seraient fâchés? Ils le seraient peut-être, mais tu comptes plus pour moi que leurs sentiments. Tu as toujours compté plus. Il m'a alors serré dans ses bras, et a chuchoté, je n'aime pas les dîners du dimanche. Tout le monde me regarde bizarrement. Et tante Delila me fait me sentir mal. Je sais, mon chéri. Je suis tellement désolé de t'avoir obligé à y aller. C'est bon, maman. Tu essayais. Mais ce n'était pas bon. Et j'en avais assez d'essayer. Il était temps d'agir. La semaine avant la fête d'anniversaire, j'ai eu une dernière réunion avec Sandra. Elle était nerveuse, sachant que fournir ses preuves pourrait avoir des répercussions pour elle. Êtes-vous sûr de cela? A-t-elle demandé, en faisant glisser une clé USB sur la table. Une fois que cela sortira, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Et Sandra, je vous promets que vous serez protégée. J'ai déjà parlé à un avocat des protections pour les lanceurs d'alerte. Ce que Delila vous a demandé de faire était illégal. Vous n'êtes pas la coupable ici. Certaines de ces familles qu'elle a rejetées, a dit Sandra, la voix tremblante, elles ont des enfants qui voulaient nager ici l'été, prendre des leçons de tennis. J'ai dû leur dire non parce que Madame Montgomery a dit qu'ils ne s'intégreraient pas. Sa voix s'est légèrement brisée. Une mère m'a demandé directement si c'était parce qu'ils étaient noirs, et j'ai dû lui mentir en face. Vous étiez dans une situation impossible, ai-je dit. Mais maintenant, vous faites ce qu'il faut. Elle a hoché la tête, en essuyant ses yeux. J'espère que votre fils appréciera ce que vous faites pour lui un jour. Il l'apprécie déjà. C'est pourquoi je dois aller jusqu'au bout. Armé de ces informations, j'ai attendu. Il me fallait le moment parfait, la scène idéale pour ma révélation. Il fallait que Delila ressente ce que Lucas avait ressenti, être humilié devant les personnes qui comptaient le plus. Les jours précédant la fête semblaient surréalistes. Je vaquais à mes occupations normales, travail, activités scolaires de Lucas,
courses tout en portant le poids de ce que j'allais faire. Jasmine a appelé 2 fois pour s'assurer que j'étais certaine de mes plans. Il n'y a pas de retour en arrière possible, m'a-t-elle rappelé. Une fois que vous les exposerez publiquement, vos relations familiales changeront fondamentalement. Elles sont déjà fondamentalement brisées, ai-je dit. Je ne fais que forcer tout le monde à le reconnaître. Kevin m'a appelé 3 jours avant la fête, ce qui était assez inhabituel pour me méfier. Andrea, salut, c'est Kevin. Je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Delila. Il a fait une pause, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Elle a été stressée dernièrement, et je pense qu'elle pourrait dire quelque chose à la fête à propos de Lucas et de ta situation. Je voulais juste te prévenir. L'audace était presque impressionnante. Kevin trompait ma sœur avec son employé, détournait de l'argent de l'entreprise familiale, et il me mettait en garde contre le comportement potentiel de Delila. Merci pour l'avertissement, ai-je dit d'un ton neutre. Je sais que les choses ont été tendues entre vous deux. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle dépasse parfois les bornes. Mais tu sais comment elle est. Elle pense qu'elle aide. En étant honnête, n'est-ce pas? Aider. Après avoir raccroché, je me suis demandé si Kevin sentait quelque chose venir, si un instinct l'avertissait que sa double vie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Mais peu importe. Il avait fait ses choix, tout comme Delila avait fait les siens. La veille de la fête, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Et si la technologie tombait en panne? Et si ma famille se retournait contre moi au lieu d'affronter leur propre comportement? Et si Lucas se retrouvait pris entre 2 feux, et finissait plus blessé qu'avant? Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de la docteure Morrison sur ce que j'apprenais à Lucas en tolérant ses mauvais traitements. J'ai pensé à toutes les futures réunions de famille où ils devraient se faire tout petits pour correspondre à leur définition étroite de ce qui est acceptable. Je l'ai imaginé adolescent, puis adulte, portant toujours la honte qu'il lui avait infligée. Non. Quoi qu'il arrive demain, ce serait mieux que de continuer ce schéma. L'occasion s'est présentée à la fête du 40e anniversaire de mariage de mes parents. Ils avaient organisé une célébration somptueuse au Country Club, le même où Delila exerçait son influence. 200 invités, un orchestre, un open bar et un dîner assis. Mes parents n'avaient reculé devant aucune dépense, voulant mettre en valeur leur mariage réussi et, par extension, leur famille réussie. Je portais une robe bleu marine que Tyler avait toujours aimée, et je me suis assuré que Lucas soit élégant dans son nouveau costume. Delila, bien sûr, est arrivé vêtu de créateur de la tête aux pieds. Kevin jouait le mari dévoué. Olivia et Nathan étaient de parfaits petits reflets de leurs parents. Pendant le cocktail, Delila m'a acculé près du bar. « Je suis surprise que tu sois venu, dit-elle en sirotant du champagne. Ces événements ne doivent pas être faciles pour toi, étant seul. Je ne suis pas seul, ai-je dit. J'ai Lucas. Oui, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une vraie famille, n'est-ce pas? Elle a jeté un coup d'œil à Lucas, qui parlait avec notre cousin. Pauvre petit, grandir sans père, avec une mère qui ne s'est jamais mariée. Les gens parlent, tu sais. Ah bon? Bien sûr. Tout le monde se demande quel genre d'exemple tu donnes, quel genre de valeur tu lui inculques. Elle s'est penchée plus près. Je m'inquiète pour lui, Andrea. Les enfants de foyers brisés ont souvent des difficultés, et un enfant bâtard en particulier. C'est un choix de mots intéressant, ai-je dit en l'interrompant. Tu sembles l'utiliser souvent. Elle a ri. Eh bien, si le mot lui va si bien. Dis-moi quelque chose, Delila, ai-je dit. Est-ce que Kevin est au courant de tes pratiques discriminatoires au club? Des familles que tu as mises sur liste noire en fonction de leur origine? Son sourire a légèrement vacillé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et connais-tu Britney Caldwell? La couleur a quitté son visage. Je pensais que nous pourrions avoir une conversation avant le dîner, ai-je poursuivi. Juste nous deux. Peut-être inclure Kevin. Nous avons tellement de choses à nous dire. Je me suis éloigné, la laissant figée près du bar. Je sentais ses yeux dans mon dos, je pouvais imaginer la panique s'installer alors qu'elle essayait de comprendre ce que je savais et comment je le savais. On a appelé pour le dîner, et tout le monde s'est dirigé vers la salle à manger. L'espace était magnifique, décoré en argent et or avec des arrangements floraux sur chaque table. Mes parents étaient assis à la table d'honneur avec Delila,
Kevin et quelques autres membres de la famille. J'étais assise à proximité avec Lucas. Les discours ont commencé après le plat principal. Mon père a parlé de la construction d'une vie avec ma mère, de l'importance de la famille et de l'héritage. Ma mère a remercié tout le monde d'être venu et a parlé de la chance qu'elle avait. Puis Delila s'est levée. Elle était douée pour ça, faire des discours, capter l'attention. Elle a parlé de son enfance avec des parents merveilleux qui lui ont appris la valeur de l'engagement et de la tradition. Elle a mentionné son propre mariage, regardant amoureusement Kevin, qui lui a souri en retour avec une aisance étudiée. Elle a parlé de ses enfants et de l'importance de leur fournir stabilité et valeurs appropriées. Et puis, elle m'a regardé. Bien sûr, tout le monde ne choisit pas la voie traditionnelle, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Certaines personnes font des erreurs, mais la famille, c'est se soutenir les uns les autres, même quand nos proches ne sont pas à la hauteur des attentes, même quand ils ont des enfants dans des circonstances loin d'être idéales. La pièce était silencieuse. Les gens bougeaient mal à l'aise. Lucas a baissé les yeux sur son assiette, et mon cœur s'est brisé pour lui une fois de plus. Je me suis levé. Tu as raison, Delila, ai-je dit. La famille devrait se soutenir. Elle devrait aussi être honnête. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au système de projection de la salle. Le personnel technique avait été très serviable, surtout quand j'avais expliqué que je voulais montrer un diaporama surprise pour mes parents. L'écran derrière la table d'honneur s'est allumé. Kevin, ai-je dit, pourrais-tu expliquer à tout le monde qui est Britney Caldwell? La première image est apparue, Kevin et Britney dans un restaurant, sa main sur la sienne posée sur la table. Delila a eu un hoquet. Le visage de Kevin est devenu blanc. Ça date d'environ 6 mois, ai-je commenté alors que d'autres photos apparaissaient. En voici une de leur week-end dans Léonton en juillet dernier. Kevin a dit à tout le monde qu'il était à une conférence de concessionnaire, n'est-ce pas? La salle a éclaté en chuchotement. Ma mère s'est levée, horrifiée. Mon père regardait alternativement l'écran et Kevin avec une fureur croissante. Andrea, arrête ça immédiatement, a sifflé Delila, mais sa voix tremblait. Oh, mais nous ne faisons que commencer, ai-je dit. D'autres images sont apparues, reçus d'hôtel, virements bancaires, SMS. Kevin a dépensé près de 300 000 € pour sa petite amie au cours des 2 dernières années. De l'argent qu'il a pris à l'entreprise familiale. Kevin a essayé de parler, mais rien n'est sorti. La façade parfaite de Delila s'est effondrée sous les yeux de tous, son visage tordu par le choc et l'humiliation. Mais Delila, ai-je poursuivi, tu n'es pas innocente non plus. L'écran a changé pour montrer des documents du Country Club, les emails et les dossiers que Sandra avait fournis. Ce sont des dossiers qui montrent comment ma sœur a systématiquement empêché des familles de rejoindre ce club en raison de leur race et de leur statut économique. Elle a enfreint les lois sur la discrimination et les propres statuts du club. Delila pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Espèce de sorcière vindicative, m'a-t-elle craché. Tu as tout ruiné. Non, ai-je dit calmement. C'est toi qui as fait ça. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. J'ai regardé autour de moi toutes les personnes qui me fixaient, famille, amis, collègues de mes parents. Ma sœur a traité mon fils de bâtard à chaque réunion de famille pendant des années, ai-je dit. Elle a fait de son enfance une source de honte. Elle l'a puni pour les circonstances de sa naissance, une chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Et vous tous, vous l'avez laissé faire. Je me suis tourné vers mes parents. Vous avez privilégié les apparences avant tout. Vous avez permis à Delila de maltraiter Lucas parce que s'y attaquer aurait été inconfortable, parce que cela aurait perturbé l'image de famille parfaite que vous avez façonnée. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Lucas est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, ai-je dit, la voix légèrement brisée. Il est gentil, créatif et aimant. Il mérite mieux que ce que cette famille lui a donné, et j'en ai fini de faire semblant. J'ai pris la main de Lucas, et nous sommes sortis du country club. Derrière nous, la fête a sombré dans le chaos. Je pouvais entendre des voix s'élever, des accusations fuser les bruits de la vie parfaite de Delila qui implosait. Les conséquences ont été spectaculaires. L'affaire de Kevin est devenue publique, ce qui a conduit à des enquêtes sur ses pratiques commerciales. Il a été renvoyé de l'entreprise familiale et a fait face à des accusations criminelles pour détournement de fonds. Le divorce a été laid et coûteux. Le country club a lancé une enquête sur la conduite de Delila.
Plusieurs familles se sont manifestées avec des plaintes pour avoir été exclues ou maltraitées. Elle a été bannie à vie du club, une condamnation à mort sociale dans ses cercles. Le club a fait face à des poursuites judiciaires dans lesquelles Delila était personnellement citée. Mes parents étaient mortifiés. Leur fête d'anniversaire est devenue tristement célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Le cabinet de mon père a perdu des clients qui ne voulaient pas être associés au scandale. Ma mère a été discrètement priée de démissionner de plusieurs conseils d'administration d'œuvres de charité. Mais les vraies conséquences ont frappé là où ça comptait le plus. Olivia et Nathan, les enfants parfaits de Delila, ont dû quitter leur école privée. Le scandale les a suivis, et ma sœur ne pouvait plus payer les frais de scolarité sans les revenus de Kevin. Ils ont fini dans une école publique, confrontés aux mêmes défis que Lucas avait connus. Delila a perdu sa maison dans le divorce et a dû emménager dans un petit appartement. Son cercle social s'est évaporé. Les amis qui louaient autrefois sa famille parfaite ont disparu lorsque cette perfection s'est avérée être un mensonge. Mes parents ont essayé de réparer les choses avec moi, mais je les ai gardés à distance. Ils pouvaient voir Lucas occasionnellement, sous surveillance, mais seulement s'ils le traitaient avec le respect qu'il méritait. Il a fallu des mois avant que j'autorise des visites non surveillées, et j'ai clairement indiqué que le moindre soupçon de jugement ou de commentaire cruel entraînerait leur exclusion immédiate de nos vies. 6 mois après le désastre de l'anniversaire, Delila m'a appelé. Sa voix était faible, rien à voir avec le ton confiant qu'elle avait toujours utilisé. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin de notre ancien quartier. Elle avait l'air différente, fatiguée, plus âgée, ou humiliée. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des basiques. Ses cheveux avaient besoin d'être rafraîchis. Sa manucure avait disparu. « Je suis désolée », a-t-elle dit sans préambule. Pour tout. Pour ce que j'ai dit sur Lucas. Pour la façon dont je t'ai traité. J'ai siroté mon café, en attendant. J'étais jalouse, a-t-elle avoué. Ta vie semblait désordonnée de l'extérieur, mais tu étais heureuse. Tu as aimé Tyler, et puis tu as aimé Lucas, et tu te fichais de ce que les autres pensaient. Pendant ce temps, j'étais piégée dans un mariage sans amour, suivant des règles avec lesquelles je n'étais même pas d'accord, essayant d'être parfaite pour des parents qui ne seraient jamais satisfaits. Ça n'excuse pas ce que tu as fait à Lucas. Je sais. Rien ne l'excuse. Les larmes ont rempli ses yeux. C'était un enfant innocent, et j'ai déversé mon amertume sur lui. J'ai honte de moi. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, mais tout ce que j'ai vu, c'était un remords sincère. Olivia m'a demandé l'autre jour pourquoi j'étais si méchante avec Lucas, a poursuivi Delila. Elle a dit que les enfants à l'école l'insultent maintenant, et qu'elle comprend enfin ce que ça fait. Elle m'a demandé si c'est ce que Lucas ressentait quand je l'appelais par ce mot. Et que lui as-tu répondu? La vérité. Que j'avais tort. Que j'ai blessé un garçon innocent parce que j'étais malheureuse dans ma propre vie. Que j'essaie d'être meilleure. Elle a essuyé ses yeux. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon prendrait du temps, s'il venait un jour. Mais j'ai écouté. Et quand elle a demandé si elle pouvait s'excuser directement auprès de Lucas, j'ai accepté d'y réfléchir. Cette conversation avec Lucas a eu lieu 3 mois plus tard, dans le bureau d'un thérapeute. La docteure Angela Morrison a aidé à la faciliter, s'assurant que Lucas se sente en sécurité et comprenne que rien n'était de sa faute. Delila s'est excusée sans chercher d'excuses, expliquant que son comportement reflétait ses propres problèmes, et non quelque chose de mal chez lui ou sa famille. Lucas a accepté ses excuses avec une grâce qui m'a surprise. Il avait 10 ans à l'époque, assez âgé pour comprendre la complexité, assez jeune pour croire encore en la rédemption. Aujourd'hui, près de 2 ans après la fête d'anniversaire, ma relation avec ma sœur est compliquée mais s'améliore. Elle voit un thérapeute régulièrement et a reconnu le mal qu'elle a causé. Elle a un travail normal maintenant, sans les relations du country club ni le style de vie luxueux, et elle semble plus authentique qu'elle ne l'a jamais été. Olivia et Nathan passent du temps avec Lucas de temps en temps. Ce sont de bons enfants qui ont été tout autant victimes de la toxicité de leur mère que n'importe qui d'autre. Ils se sont adaptés à leur nouvelle situation, et je pense que c'est mieux pour eux. Mes parents ont lentement reconstruit des ponts avec moi. Ils sont des grands-parents plus présents pour Lucas maintenant, bien qu'ils aient encore du mal à abandonner leur obsession pour les apparences. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais au moins, ils essaient.
Kevin s'est remarié avec Britney, ce qui était un choix intéressant. Aux dernières nouvelles, sa nouvelle entreprise de concession automobile ne marchait pas bien. Le karma a son propre timing. Quant à Lucas et moi, nous nous épanouissons. J'ai lancé ma propre entreprise de design graphique, qui a connu une croissance régulière. Lucas a maintenant près de 12 ans, il est confiant et créatif, ne portant plus le poids des jugements des autres. Il connaît sa valeur et, plus important encore, il sait qu'il est aimé complètement et inconditionnellement. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait à la fête d'anniversaire. Ils le présentent comme aller trop loin, être vindicative, détruire ma famille pour des mots. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, je n'ai pas détruit ma famille. Ma famille était déjà brisée. J'ai simplement refusé de continuer à faire semblant. Delilah a passé des années à utiliser la honte comme une arme contre mon fils. Elle a utilisé son existence même comme une source de ridicule et de supériorité morale. Elle l'a fait se sentir inférieur, en quelque sorte mauvais d'être né. Et ma famille l'a permis, parce qu'aborder la cruauté aurait été inconfortable. J'ai fait le choix de protéger mon enfant. J'ai choisi son bien-être plutôt que le confort de ma famille. J'ai choisi la vérité plutôt que les jolis mensonges dans lesquels il s'était enveloppé. Si cela fait de moi une personne vindicative, je peux vivre avec. Parce qu'au final, Lucas ne tresse plus quand nous allons aux réunions de famille. Il ne se prépare pas à des insultes déguisées en sollicitude. Il entre dans les pièces la tête haute, sachant qu'il a sa place, autant que n'importe qui d'autre. Et Delilah n'ouvre plus jamais la bouche pour l'appeler par ce mot. Certains pourraient dire que je suis allé trop loin, que l'humiliation publique était cruelle, que j'aurais dû gérer cela en privé, donner à ma sœur une chance de changer par elle-même. Mais ces gens n'ont pas vu leur fils de 9 ans apprendre ce que signifiait le bâtard. Ils ne l'ont pas vu intérioriser la honte pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Ils n'ont pas passé des années à écouter des insultes voilées et à voir leur famille choisir le confort plutôt que la dignité de leur enfant. J'ai donné à ma sœur des années pour changer. Chaque fois qu'elle faisait un commentaire, j'avais l'occasion de l'exposer. Mais je suis restée silencieuse, espérant qu'elle développerait de l'empathie par elle-même. Elle ne l'a pas fait. Elle a intensifié. Alors oui, je me suis assuré que tout le monde voit exactement qui elle était. Je me suis assuré qu'il y ait des conséquences pour des années de cruauté, et je me suis assuré que mon fils n'aurait plus jamais à endurer ces abus en silence, pendant que notre famille détournait le regard. Lucas m'a demandé récemment si j'étais heureuse. Nous préparions le dîner ensemble, et la question est sortie de nulle part, comme le font souvent ses pensées les plus profondes. Oui, lui ai-je dit honnêtement. Je le suis. Même si grand-mère et grand-père étaient fâchés, et que tante Delilah a perdu sa maison. Surtout à cause de ça, ai-je dit. Parfois, les gens ont besoin de perdre des choses avant de pouvoir devenir meilleurs. Et tu avais besoin que je te protège. C'était plus important que de maintenir la paix. Il a réfléchi à cela en remuant la sauce des pâtes. Puis il m'a serré dans ses bras, soudain et fort. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Ce moment a tout justifié. Le drame familial, le scandale, les complications continues des relations reconstruites. Tout cela valait la peine de voir mon fils à l'aise dans sa peau, certain que quelqu'un se battrait toujours pour lui. Ma sœur a appris une leçon douloureuse sur les conséquences de la cruauté. Mes parents ont appris que les apparences ne valent pas le sacrifice de leurs petits-enfants. Kevin a appris que la trahison finit par vous rattraper. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'être complice des abus de quelqu'un envers votre enfant, peu importe qui est cette personne. Lucas ne sera plus jamais traité de bâtard lors d'une réunion de famille. Non pas parce que ma famille a soudainement développé de meilleures manières, mais parce qu'ils savent maintenant que je réduirai en cendres leur façade parfaite, chaque fois qu'ils essaieront de blesser mon fils. Et je le referai sans une seconde d'hésitation.